Bonjour et bienvenue à la Taverne de Lug. Je suis Norman Thierret et je vais vous parler aujourd'hui d'une autre de mes passions, les romans John Carter. Alors, nous devions être en 1988, si mes souvenirs sont exacts. J'avais alors acheté le jeu Stormbringer, tiré de l'œuvre d'Elric le Nécromancien par Michael Moorcock. Donc, je m'étais tout naturellement intéressé à cet auteur et à ses romans. Et parmi eux, un jour, au supermarché, mes parents avaient l'habitude de me larguer au rayon bouquins, où je passais toute la durée des courses, en général. Et je revenais souvent avec un ou deux romans que je les implorais de m'acheter. Et sur ce jour-là, je découvris dans la toute nouvelle collection Épée et Dragon d'Albin Michel ces romans de Michael Moorcock. Donc le cycle du guerrier de Mars, la cité de la bête. Et à côté d'eux, dans la même collection, publiée en même temps donc, La princesse de Mars d'Edgar Rice Burroughs. Donc je m'étais dit, tant qu'on est sur Mars, autant acheter les deux. Mes parents étaient bien aimables d'accéder à ma demande. Alors Edgar Rice Burroughs, je le connaissais, comme beaucoup de monde, comme étant le créateur de Tarzan à l'époque. Je n'avais aucune idée qu'il avait écrit de la science-fiction. Donc c'était une première, une découverte pour moi. Alors de Michael Moorcock, j'ai tout oublié, mais c'est ce jour-là que je suis tombé follement amoureux de la princesse de Mars et de cet univers. Il y avait là-dedans suffisamment d'action, de contrées bizarres, de créatures extraordinaires et de romances pour enflammer l'imagination du jeune homme de 17 ans que j'étais. Donc c'est ce roman précisément qui a enflammé ma passion pour cet univers. Et en même temps a été publiée la suite, donc Les Dieux de Mars. Donc ceux qui ont lu le roman savent qu'il se finit avec un cliffhanger insoutenable. Et il a fallu attendre un an pour avoir la suite. Donc sachant que même les Américains n'ont eu que 6 mois d'attente entre les deux tomes. Nous c'était plus d'un an. Pour avoir donc la conclusion dans Le Guerrier de Mars. Donc qui clôture la première trilogie du cycle de Mars. Donc ensuite est paru donc, Tuvia, Vierge de Mars, le quatrième tome. Et c'est tout ce qui fut publié dans cette collection, puisque elle s'arrêta peu de temps après. Je ne savais pas encore qu'il y aurait bien d'autres aventures à découvrir. Je ne suis qu'en 1995, probablement, quand est paru ce bel omnibus des éditions Lefranc, qui sont non pas des éditions françaises mais belges, qui ont publié donc ce beau bébé avec l'illustration pour moi définitive du personnage par Patrice Sanahujas. Donc une illustration assez extraordinaire. Donc ceci contient donc les 5 premiers romans du cycle. Et le tome suivant, que voici, toujours illustré par Patrice Sanahujas, donc lui aussi aux éditions Lefranc, publie les 6 derniers opus de la saga. Donc il y a en tout 11 volumes, à savoir 9 romans et 4 nouvelles, plus une autre nouvelle, mais qui elle n'est pas écrite par Edgar Rice Burroughs, mais par son fils, John Coleman Burroughs. Donc ce sont de ces romans que nous allons parler à présent. À noter que c'est la seule édition, les éditions Lefranc, c'est la seule édition complète du cycle, puisque la réédition en omnibus qui a lieu ensuite, donc à savoir ces 2 volumes,
Donc ils doivent normalement se rejoindre comme ça. Non, c'est l'inverse. Voici. Ils ne reprennent pas le dernier volume John Carter de Mars. Donc les 2 dernières nouvelles ne sont pas publiées dans cette collection. Donc ce n'est pas l'intégrale du cycle. Donc la première édition française de La Princesse de Mars, le premier roman, est celle-ci. Donc elle s'appelle Les Conquérants de la planète de Mars, ce qui n'a pas beaucoup de sens vu que personne ne conquiert la planète, et surtout pas à plusieurs. C'est une édition de 1937 avec des illustrations un peu naïves, mais bon, qui ont, je pense, le mérite d'exister. À noter que ça reste quand même très sommaire. À noter que la traduction est incomplète et que, à un moment, la princesse de Mars est fâchée contre John Carter. Et si on se contente de cette édition-là, on ne saura jamais pourquoi, vu que le paragraphe où c'est expliqué a sauté, n'a pas été traduit. Donc nous sommes en 1936. Voici la première édition du cycle de Mars en France, en roman. Je pense qu'elle a été parue en fascicule auparavant. Il faudra ensuite attendre les années 70 pour voir le roman réédité. Voilà, diffusion de Noël, John Carter, Les Conquérants de Mars, une couverture de John Coleman Burroughs, qui était dessinateur avant tout, avant d'être lui aussi romancier à l'occasion. Et pour les autres volumes de la série, nous aurons de belles couvertures de Philippe Drouillet. Donc le volume 4 s'appelle La Princesse de Mars, même si ce n'est pas du tout le titre original, ça porte confusion avec le premier roman de la série, Princess of Mars, sauf que là il s'agit bien du 4e de la série, Tu viens Vierge de Mars. Et voici donc le 5e tome, Échec sur Mars. Là encore, la collection est incomplète, puisque seuls les 5 premiers numéros avaient été publiés à l'époque. Vous voyez, Europe 1, c'est choisir, John Carter. Europe 1 avait très bon goût à l'époque, tout du moins. Alors que raconte John Carter et ses suites? Si vous avez vu le film Disney de 2012, vous savez à peu près de quoi il en retourne. John Carter est un soldat, il a toujours été un soldat. Dans le livre, il est, même avant d'aller sur Mars, il affiche des caractéristiques tout à fait particulières puisqu'il est immortel. Donc il a connu de nombreuses guerres, c'est un soldat de confession, de vocation. Donc il a été au service de plus d'une cause. Et la dernière cause en date, il s'est retrouvé embarqué dans la guerre de sécession. Donc John Carter était dans le camp sudiste. C'est assez surprenant, sachant que le père d'Edgar Rice Burroughs lui-même était dans le camp nordiste à l'époque. Et on verra d'ailleurs au cours du 2e roman notamment que Edgar Rice Burroughs est pleinement conscient de cette contradiction apparente entre l'ouverture d'esprit que montrera John Carter sur Mars et le combat qu'il a dû mener sur Terre. Donc John Carter est immortel et ne se souvient pas de son enfance. Il a toujours eu la sensation d'avoir eu la trentaine et n'a jamais vieilli en fait. Donc il s'est retrouvé adopté dans la famille Carter, qui en fait était la famille d'Edgar Rice Burroughs, puisque lui-même se met en scène en tant que neveu de John Carter dans le livre. C'est également dans le film, mais c'est avant tout dans le livre que ça se passe. À noter que le Burroughs qui est présenté dans Une princesse de Mars
est plus âgé que le Burroughs réel. Il s'est il s'est vieilli de quelques années pour que le récit soit crédible. Le récit commence, donc l'oncle John Carter rend visite à son neveu et à sa famille dans leur propriété du sud des États-Unis. Et le jeune Burroughs remarque que autant le capitaine Carter, l'ex-capitaine Carter, a l'air joyeux en présence de sa famille, autant quand il est seul, il affiche un désespoir assez prégnant. On le voit notamment la nuit, tendre les bras vers le ciel, comme en train de supplier quelque chose, bien qu'il ne soit pas religieux. Et donc, John Carter décide de confier au jeune Burroughs son journal, dans lequel il explique toutes ses aventures, aussi incroyables qu'elles puissent paraître. Elles sont bien entendu vraies. Et donc c'est le récit que va en tirer le jeune Burroughs, qui constitue une princesse de Mars. Ce récit est paru en magazine en 6 parties en 1912. Pour la petite histoire, la publication de cette histoire est contemporaine du naufrage du Titanic. Il n'y a aucun rapport, hein. C'est juste pour replacer la période historique dans son contexte. Et l'histoire remportera un franc succès auprès des lecteurs du magazine. Il faut savoir que bien que Burroughs soit tout au début de sa carrière d'écrivain, il a déjà 36 ans quand il commence à rédiger ce qui sera son premier roman, donc Une princesse de Mars. Il rédige les 2/3 et fait ce que personne ne devrait faire. Il envoie les 2/3 de l'histoire à un éditeur, donc le fameux les éditions Munsey, qui publie en fait les magazines dans lesquels l'entreprise qui emploie Burroughs à l'époque fait publier des publicités. Donc Burroughs a lu les récits qui entourent ces publicités. Il s'est dit que si des gens étaient payés pour faire d'écrire des choses aussi pourries, il pouvait faire largement aussi pourri lui-même. Donc pourquoi ne pas tenter? Donc ces 2/3 de manuscrits que reçoit l'éditeur. C'est là qu'entre en scène le second héros de l'histoire réelle de Burroughs, Thomas Metcalfe. Il aurait très bien pu ignorer ce manuscrit qui n'est pas encore fini, ou le renvoyer en disant non merci. Mais il va lire le récit, il va l'apprécier et il va donner même des conseils à Edgar Rice Burroughs pour finir le récit. Donc il va l'encourager et fort de ces encouragements, Burroughs va effectivement finir le récit et le vendre pour $400 à la compagnie. Donc, il ne publie pas sous son vrai nom, il choisit un pseudonyme, Normal Bean, donc haricot normal, traduit du mot à mot en anglais, pour montrer bien sa modestie. Mais malheureusement, quelqu'un dans l'équipe du magazine fera une erreur et publiera le récit sous le nom de Norman Bean. Donc ça ruine la blague pour Burroughs, à tel point qu'il décidera ensuite de publier ses prochains récits sous son véritable nom. Donc son éditeur lui avait suggéré de tuer tous les martiens à la fin de l'histoire. Burroughs ne pourra se résoudre à cela. Il laissera la fin particulièrement ambiguë, disant à son éditeur qu'il ne pouvait pas tuer la princesse de Mars du titre, déjà Doris. Il ne pouvait pas se résoudre à la tuer. Donc après avoir hésité entre plusieurs titres, finalement l'éditeur publiera le récit sous le nom de Sous les lunes de Mars, Under the Moons of Mars, et opérera quelques coupes dans le récit, notamment l'histoire de Sola,
la martienne verte, donc qui sera remise dans les publications en roman. Donc l'histoire d'une princesse de Mars, mais John Carter cherche de l'or en Arizona, il trouve un filon exploitable, il envoie son associé donc négocier le terrain pour pouvoir exploiter la mine. Malheureusement, cet associé se fait attaquer par des Indiens. John Carter se portera à son secours et ne réussira pas à le sauver. Poursuivi par les Indiens, il se réfugie dans une cave, dans une grotte, qui se retrouve bientôt envahie de fumée verte qui le paralyse. Et donc les Indiens sont effrayés par cette grotte et ne s'en approcheront pas. Lui, dans ses efforts pour se libérer de sa torpeur due à cette brume verte, se détachera en fait de son corps, son esprit se détachera de son corps et sera aspiré vers la planète Mars, sur le sol de laquelle il se réveille, avec un corps fait de chair et de sang. Comme dans le film, il se découvre des capacités extraordinaires, il peut sauter plus haut, il a une force plus importante, et il rencontrera en premier lieu donc les Martiens verts, et parmi eux leur chef Tarstarkas. Donc, grâce à sa force et à ses qualités de combattant, que respectent les Martiens verts, il grimpera assez rapidement dans leur rang, jusqu'à devenir virtuellement un des leurs. Donc ces Martiens verts sont encore plus grands que ceux du film, ils font 4 mètres de haut. Ils n'ont pas 4 bras comme dans le film, mais 2 bras, 2 jambes et 2 membres intermédiaires qui peuvent servir à la fois de bras et de jambes. Leurs yeux, contrairement à ceux du film, sont placés sur les côtés de leur tête, ce qui leur donne la possibilité, dans les romans, de pouvoir regarder derrière eux sans tourner la tête. Donc, cela leur donne une apparence totalement inhumaine, hein, bien plus que dans le film et dans la plupart des représentations qu'on fait de ces créatures. Donc, ce qui rend d'autant plus remarquable l'ascension de John Carter parmi leurs rangs et l'amitié réelle qui finira par le lier à Tarstarkas. Ces Martiens verts attaquent un convoi de navires volants et John Carter découvre à cette occasion qu'il y a des créatures humanoïdes sur cette planète. Et une des plus exquises d'entre elles, à la peau rouge, sera la princesse de Mars du titre, donc déjà Tauris. Donc il va bientôt tomber éperdument amoureux. Donc lui et la princesse cohabitent de nombreux mois parmi les Martiens verts. Elle est leur prisonnière. Donc ils se retrouveront et seront séparés à de nombreuses reprises au cours du livre. Et tout l'enjeu du livre sera finalement cette histoire d'amour. Que va-t-il se passer pour eux? Et dans quelles circonstances vont-ils se retrouver? À la fin du roman, donc, John Carter aura vécu 10 ans sur Mars. Et les circonstances feront que l'usine atmosphérique qui produit l'atmosphère de Mars, qui permet aux habitants de survivre, tombera en panne. John Carter sait comment pénétrer à l'intérieur de l'usine. Et avant de savoir s'il a réussi ou non à sauver tout le monde, il se retrouve à nouveau sur Terre, sans possibilité de revenir. Donc, ce qui correspond, pour des raisons différentes, mais à la fin du film de 2012. Et effectivement, il finira au bout de 10 autres années à retourner sur la planète Mars. Pour y retrouver quoi? Eh bien, le lecteur de l'époque laissé sur sa faim, car on ne sait pas vraiment. Donc, Une princesse de Mars est un roman assez court, quelques 70 000 mots, ce qui est assez court pour un roman de ce type. Et sur ce court
intervalle, Burroughs place un monde tout à fait construit. Il est bien évident qu'il a réfléchi très très longtemps à ce monde et à ses règles. Ce n'est pas un genre de création spontanée qu'on peut faire à ce point-là. Il y a une langue particulière, il y a des unités de mesure particulières, il y a des codes de conduite et d'honneur hérités de la chevalerie, notamment, l'amour courtois également. Donc c'est pour ça que ces romans sont à peu près intemporels, puisque ils exaltaient déjà des valeurs ancestrales, même à l'époque où elles ont été écrites. Les personnages sont attachants, bien construits, l'intrigue est prenante et il y a beaucoup de scènes d'action bien décrites. C'est vraiment pour moi un vrai plaisir à lire et à relire, ce que je fais régulièrement. Donc, je serais tenté de dire tentez au moins le premier roman. Tout ce que vous risquez, c'est de tomber amoureux. Hein. Edgar Rice Burroughs n'est pourtant pas décidé à laisser les lecteurs sur leur faim, puisque assez rapidement, après avoir écrit son deuxième roman, donc, qui sera rejeté par la revue, qui s'appelle The Outlaw of Thorn, le hors-la-loi de Thorn, il écrira un troisième roman, sans trop y croire, qui s'appellera Tarzan des singes, mais ce sera sans doute pour une prochaine vidéo. Quand il a fini d'écrire ce petit roman, il pense anecdotique, lui tout ce qu'il veut c'est retourner sur Mars pour poursuivre les aventures de John Carter. Et donc ce sera fait donc Sous les lunes de Mars paraît en 1912 et la suite, donc Les dieux de Mars, paraîtra en 1913. Donc dans Les dieux de Mars, John Carter retourne sur Mars, mais pas du tout à l'endroit où il l'avait quitté. Il se retrouve dans des terres luxuriantes, pleines d'herbes rouges, de montagnes d'or, des arbres assez monstrueux, et donc un endroit de Mars qu'il ne connaît absolument pas. Donc des mystérieux hommes-plantes semblent tondre le gazon, et il s'approche d'eux et ceux-ci se mettent à l'attaquer. C'est le début d'une aventure échevelée dans laquelle il retrouvera tout d'abord Tarsarkas qui est à sa recherche. Il finira par rencontrer ceux qui se croient être les dieux de Mars du titre. Donc une espèce d'homme à la peau blanche comme lui. Les Martiens qu'il avait rencontrés jusque-là avaient la peau rouge, comme déjà Toris. Il délivrera une jeune femme qui s'appelle Tuvia, qu'on retrouvera dans les suites. Et découvrira à cette occasion que non seulement les hommes blancs, les ternes, ne sont pas le sommet de la chaîne alimentaire, il y a bien quelqu'un au-dessus. Ce sont des hommes à la peau noire, les pirates noirs de Barsoom, qui vénèrent une déesse, Issus, qui est vénérée sur toute la surface de Mars. John Carter va découvrir les dessous de cette religion qui s'avérera fausse, tout en essayant de délivrer déjà Toris des griffes d'Issus elle-même. C'est un roman assez haletant, pour beaucoup considéré comme le meilleur de Burroughs, tout simplement. Donc cet aspect d'exploration de la religion barsoumienne ne vient pas de lui, mais de son éditeur. Cependant, il l'embrassera avec enthousiasme, étant lui-même profondément anti-religion. Et encore une fois, ceux qui ont lu le roman savent que la fin est particulièrement haletante. Elle vous laisse sans voix. Et elle n'est pas sans évoquer celle de l'Empire contre-attaque par certains aspects. On peut dire que George Lucas a eu de saines lectures.
Donc c'est 6 mois plus tard pour les lecteurs du magazine que paraîtra la suite et la fin de cette trilogie, puisque il s'agit vraiment d'une histoire découpée en 3 parties. The Warlord of Mars. Voici. Et John Carter cherche toujours à délivrer Dejatoris et rencontrera à cette occasion une troisième espèce d'hommes sur Barsoom, donc la planète Mars, des hommes à la peau jaune citron. Donc cette quête l'amènera jusqu'au pôle de la planète Mars, donc explorant à chaque fois différents climats, différents lieux, obéissant à leurs propres règles et avec des périls à chaque fois inédits. Je ne pense pas faire un gros spoil en vous disant que tout sera au bout du compte. John Carter retrouvera Dejatoris et une alliance se formera entre tous les peuples de Barsoom, ou presque. Donc les hommes rouges, les hommes verts, les hommes noirs et les hommes à la peau jaune. Je pense que l'allégorie est assez claire. Donc c'est d'autant plus remarquable en 1913. Nous sommes vraiment à une période où le racisme est non seulement pignon sur rue, mais vend des millions de livres, comme Naissance d'une nation par exemple. Nous sommes à une époque encore en Amérique où la ségrégation, même si dans les faits juridiques il n'y a plus d'esclaves, la ségrégation a quand même cours et aura cours encore pour de nombreuses années. Donc c'est d'autant plus remarquable pour un auteur tel que Edgar Rice Burroughs d'avoir osé écrire une telle chose. Remarquons au passage que John Carter épouse une personne d'une couleur de peau différente de la sienne, donc ce qui n'est pas rien à l'époque. Et même si les romans se vendront, ça n'a rien à voir avec les millions d'exemplaires que vendent les écrivains racistes de l'époque. Notons au passage que la seule peuplade qui sera exclue de cette alliance à la fin du Seigneur de guerre de Mars seront les hommes à la peau blanche, les ternes. Donc ils sont les grands méchants dans le film de 2012. En fait, ils n'apparaissent qu'à partir du deuxième roman et n'ont pas de pouvoir particulier par rapport aux autres hommes de Barsoom. Donc c'est dans le deuxième roman qu'apparaît donc Tuvia, la jeune fille qui a libéré John Carter. Apparaît également dans le deuxième tome le fils de John Carter et de Dejatoris. Il s'appelle Cartoris, donc combinaison de leurs deux noms. Ce sont ces deux personnages qui seront les héros de Tuvia, Maid of Mars, donc Tuvia, Vierge de Mars. Vous le voyez sur la couverture, Tuvia a la particularité de pouvoir charmer des bêtes monstrueuses de Mars, qui sont les bantes, les lions de Barsoom en fait. Quand elle chante, elle peut les charmer, donc ce qui s'avérera un atout considérable dans leurs aventures. Donc Cartoris est tombé amoureux de Tuvia, et donc c'est cette nouvelle histoire d'amour qui fera l'objet de ce volume, dans lequel ils rencontreront une autre peuplade d'hommes à la peau blanche, qui sont cette fois rouquins, les ternes étant chauves et portant des perruques blondes. Donc à chaque fois en fait qu'on rencontrera sur cette planète une peuplade à la peau blanche, c'est une civilisation en déclin,
qui est sur le départ en fait. Eux disposent de pouvoirs psychiques et leur existence est avant tout spirituelle. Donc ils renient en fait tout ce qui a trait à la chair, à l'être humain, pour se concentrer sur leurs rêves et leur pouvoir psychique. Donc cette suite est écrite en 1916. On peut voir déjà comment Edgar Rice Burroughs gère les suites de ses œuvres. Donc plutôt que de revisiter des choses qu'il a déjà évoquées et d'utiliser des personnages récurrents, bien souvent il choisira d'utiliser d'autres personnages et d'explorer d'autres concepts et d'autres lieux de la planète. Il ne se repose pas spécialement sur ses lauriers, bien qu'il y aura quelques personnages récurrents, à commencer par John Carter, bien sûr. Donc, ça permet au roman du cycle de Mars de rester frais et d'apporter à chaque fois de nouvelles idées, ce qui est plutôt appréciable. Donc 6 ans plus tard paraîtra The Chessmen of Mars, donc les échecs sur Mars se trouvent souvent traduits, ou comment il l'avait traduit, les pions humains du jeu d'échecs. Les pions humains du jeu d'échecs de Mars. Donc ce roman met en scène cette fois la fille de John Carter et déjà Torres, qui naîtra après Carteris. Donc Tara de Helium. Donc une enfant, une petite princesse pourri gâtée. Donc c'est comme ça qu'on la présente au début du livre. Donc elle fait un peu ce qu'elle veut. Elle rencontrera un prince d'une contrée étrangère qui vient leur rendre visite, Gahan de Gathol, Gathol étant le pays dont il est originaire. Donc la première fois qu'elle le voit, il est en tenue d'apparat, donc maquillé et arborant des plumes du plus bel effet, donc un costume traditionnel de son peuple. Elle le trouve pour le moins efféminé et ne se laisse pas séduire par cet homme. Elle part ensuite faire une balade, comme elle le fait souvent, dans un engin volant individuel, et est prise dans une tempête et emportée au loin. Donc Gahan se porte à son secours avec son équipage. Lui tombe du navire volant et lui aussi est entraîné par la tempête à la suite de Tara. Et ensuite, tous deux vont se retrouver dans un lieu inconnu de Barsoom. Ils vont rencontrer des créatures étranges qui s'appellent les Kaldanes. Les Kaldanes sont composés, comme on le voit un peu sur la couverture, de composantes, un corps et une tête indépendante qui peut se détacher, donc avec des pattes comme une araignée. Donc qui occupe ce corps, qui leur permet de se déplacer et d'accomplir des tâches, sachant que la tête elle-même est elle aussi vouée aux tâches spirituelles, et donc il y a encore cette dichotomie entre le corps et l'esprit, qui est là pour le coup assez physique. Donc les Kaldanes sont véritablement assez extraterrestres, et c'est un bonheur de les voir se confronter à des êtres humains, notamment à des Kaldanes qui s'appellent Gek, G-H-E-K, va les accompagner dans leurs aventures, et sera source de pas mal d'éléments comiques du récit. Donc Tara au départ ne reconnaît pas Gahan, qui là est habillé très sobrement d'un harnais de guerrier tout à fait anonyme. Donc lui prétend être un mercenaire et il ne veut pas se faire connaître comme étant le prince qu'elle avait déjà rencontré. Et finalement,
Tara tombera amoureux de ce simple soldat qui s'avérera être en définitive le prince. Donc c'est un bon petit roman, très enlevé et très agréable à lire. Tu viens date de 1922 et en 1927, donc paraît The Mastermind of Mars, donc le conspirateur de Mars, je crois en français. Donc il met en scène le deuxième homme à faire la transition de la planète Terre à Mars. Il s'appelle Ulix Paxton. C'est un soldat qui, qui a été blessé dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, qui a perdu ses jambes. Il a lu Une princesse de Mars de Burroughs. Et donc, son dernier réflexe, quasiment avant de mourir, c'est d'implorer Mars. Et il se retrouve sur la planète avec ses deux jambes. Il se retrouve dans un bâtiment occupé par un savant qui s'appelle Rastavas. Donc le mastermind en question. Un médecin scientifique qui a maîtrisé toutes les techniques de la vie et de la mort, puisque vous pouvez vous plonger en animation suspendue pendant des années. Il peut transférer des cerveaux, il peut reconstruire des membres, il dispose de toutes les techniques les plus avancées, et il décide de les enseigner à Ulysses Paxton, qui le rebaptise Vadvaro, dans un but bien précis, puisque lui-même est âgé, et s'il enseigne toutes ces techniques à Ulysses Paxton, ce n'est pas dans un but humanitaire. Lui est totalement amoral, donc ça lui passe largement au-dessus. C'est tout simplement parce que il veut que Vadvaro transfère son cerveau dans un corps plus jeune. Rastavas avait au préalable fait une opération. Il avait transféré le cerveau d'une jeune femme dans le corps d'une dirigeante vieille et aigrie. Et inversement, donc cette tyrannique personne nommée Xaxa a investi désormais le corps parfait de cette jeune femme qui s'appelle Valadia. Ulysses Paxton est tombé amoureux de Valadia, et donc une de ses conditions pour faire l'opération qui redonnera un corps jeune à Rastavas, c'est qu'il retransfère le cerveau de la jeune fille dans son corps s'il la lui ramène. Donc, mais Rastavas est obligé d'accepter. Il est amoral, mais pas sans honneur. Il est obligé de tenir sa promesse. Et donc, Ulysses Paxton se met en quête de cette dirigeante et va tenter de l'enlever. Donc, une intrigue très prenante là au nouveau. Des petites piques contre la religion, hein, comme Burroughs aime bien le faire, notamment à travers un culte dont les rites n'ont aucun sens, qui consiste à faire le poirier et à tourner sur lui-même, sur soi-même pendant 5 ou 6 fois pour accomplir le rituel en question. Là encore, les dirigeants de la cité en question suivent un faux dieu qui s'est tué durant des années, et on comprendra pourquoi au cours du récit. Quelques réflexions sur la guerre aussi, puisque les Martiens peuvent observer la Terre, l'inverse n'est pas vrai. Et Ulysses Paxton assiste à la fin de la Première Guerre mondiale, cette guerre où lui-même a été blessé. Et il se dit, ça y est, la dernière guerre a eu lieu. Et là, on lui répond que non, les conflits ne cesseront jamais. Et ce n'est qu'une accalmie. Et
Burroughs écrit ces mots en 1927. Donc il ne sait pas encore, mais entre deux guerres mondiales. Donc, plusieurs personnages mémorables en dehors de Rastavas, du X Paxton et de Valadia. Donc ce personnage, un grand singe blanc, qui a un cerveau d'humain. Là encore, il retrouvera à la fin son corps initial. Et un autre personnage, qui est un personnage d'assassin loyal. Il faut savoir que beaucoup de familles sur Barsoom emploient des assassins. Les assassins sont un peu c'est écrit tel quel dans le livre, un peu les grands sportifs qu'on peut avoir sur Terre. Donc ils sont admirés et tels des sportifs de haut niveau. Et il y a ce personnage, l'assassin loyal, donc dans ce livre, loyal, puisque il laisse une chance systématiquement à ses adversaires de se défendre. Et il ne tue pas par derrière, comme pourrait le faire un assassin plus classique. Donc voilà, une version romantique de l'assassin dans ses romans. Donc c'est en 1930 que paraît A Fighting Man of Mars. Donc nous sommes au septième roman. Cette fois, c'est un simple soldat. Donc Tan Adron, un soldat de l'armée de John Carter, qui en est le principal protagoniste. C'est un simple soldat, mais qui a quand même ses entrées au palais. Et il tombe amoureux d'une princesse qui s'y trouve, Sanoma Tora, qui sera bientôt enlevée par Anseti. Donc les circonstances feront que Tanadron découvrira qui est le commanditaire de l'enlèvement, se mettra à la poursuite de la princesse pour essayer de la délivrer. Rien que de très classique d'ici là, pour l'instant. Tanadron trouvera des compagnons sur sa route, notamment un personnage d'une ancienne esclave qui s'est enfuie, qui s'appelle Tavia. Donc il délivrera des griffes des hommes verts et qui l'accompagnera dans sa quête. Je ne vais pas aller par quatre chemins. C'est mon roman préféré du cycle, notamment de par cette relation entre Tanadron et Tavia, donc qui est profondément touchante et qui donne tout son sel au roman, qui ne manque pas de péripéties. Là, on est dans la science-fiction la plus pure, avec des vaisseaux invisibles, des rayons désintégrants et une action échevelée. Franchement, un des plus beaux romans, et pour moi mon préféré, celui que je préfère relire, et pourtant j'aime aussi tous les autres. Donc, nous arrivons en 1934 avec Swords of Mars, les épées de Mars. Et là, Edgar Rice Burroughs réutilise John Carter en personnage principal. Donc il y a une guilde d'assassins célèbre à Zodanga. Donc Zodanga, dans le premier film, ce sont les adversaires de Helium. Ils n'ont jamais pardonné à John Carter le raid qu'il a organisé contre eux avec les Martiens verts. On le voit un peu dans le film. C'est beaucoup plus violent dans le premier livre, puisque la cité est pillée par les Martiens verts à l'époque. Donc sachant sa famille menacée, John Carter décide de prendre les devants. Donc il se grime comme il le fait de temps en temps, avec un maquillage pour lui donner la peau rouge. Et il se rend à Zonanga pour essayer d'infiltrer la guilde des assassins et mettre fin à leurs agissements. Donc ça donne lieu à des scènes assez cocasses, mettant en scène notamment un personnage qui s'appelle Rapace le Ulcio. Le Ulcio,
C'est l'équivalent des rats sur Barsoom, donc Rapace le rat. Un personnage particulièrement retors et que John Carter aura beaucoup de plaisir à manipuler. À noter que c'est un des rares adversaires de John Carter qui vivra à la fin, même si on ne le revoit plus dans la saga. Donc c'est quand même à noter. Tous n'ont pas cette chance. John Carter entrera au service d'un scientifique qui a inventé un vaisseau avec un cerveau autonome. Et ce vaisseau est capable de rallier une des 2 lunes de Mars. Donc une partie des romans sera consacrée à l'exploration de cette lune et de leurs mystérieux habitants qui ont trouvé un moyen de se rendre invisibles. Donc là encore des thèmes très classiques. John Carter sera à un moment donné à nouveau en train d'essayer de délivrer Dejatoris. Il sera secondé dans sa tâche par une femme dont le rapport avec John Carter sera un peu particulier, puisque lui se présente sous son identité d'assassin, incognito, et elle ne rêve que de tuer John Carter, puisque une des conséquences du raid qu'il a mené dans Une princesse de Mars sur Zodanga, c'est la mort des parents de cette jeune femme. Et cette jeune femme donc s'est retrouvée ensuite esclave et ne rêve que d'une chose, tuer John Carter. C'est un point de vue assez intéressant, puisqu'il met directement en cause les agissements du héros lors du premier roman, même si celui-ci n'éprouvera aucun remords particulier. C'est une ambiguïté morale assez bienvenue dans le cycle, qui est plutôt manichéen, hein, il faut bien l'avouer. Un retour très agréable de John Carter aux affaires. Le 9e roman sera Les Hommes synthétiques de Mars. C'est le dernier roman à proprement parler du cycle, puisqu'après il n'y aura plus que des nouvelles. Suite à un accident, Dejatoris est dans le coma, et le seul qui puisse lui venir en aide, c'est Rastavas, le fameux médecin du conspirateur de Mars, donc le 6e roman. Et quand John Carter retrouve Rastavas donc sur son île, il est prisonnier des fameux hommes synthétiques de Mars, donc des créatures qu'il a lui-même créées d'un magma de membres divers et variés, duquel s'extraient ces fameux hommes synthétiques. Et donc il est prisonnier de ces créations. L'intrigue va se concentrer sur un jeune homme qui accompagne John Carter durant cette aventure. Ce jeune homme a aperçu une jeune femme, elle aussi prisonnière, et le seul moyen pour lui de l'approcher, c'est que Rastavas échange son cerveau contre celui d'un des hommes synthétiques. Et donc c'est ce que va faire le savant fou. Et ainsi, le jeune homme va pouvoir servir de protecteur à cette jeune femme dont il est tombé amoureux. Donc il y a un aspect Belle et la Bête tout au long du récit, très plaisant. Les hommes synthétiques sont aussi source d'amusement, on va dire, de par leur réaction totale inadéquation avec celle d'êtres normaux. Il y a aussi ce magma incroyable de membres divers et variés, d'œufs, d'oreilles, de bouches qui insultent sans arrêt tous les êtres qui passent à portée et qui est en expansion constante et qui finira par à terme dévorer toute l'île. C'est vraiment une vision cauchemardesque. Les hommes synthétiques eux-mêmes ne sont pas en reste à ce niveau-là, puisque s'ils ont des proportions vaguement humaines, leurs organes internes
externes peuvent se retrouver à n'importe quel endroit du corps. Donc ils peuvent avoir un œil sur la poitrine, un œil sur le front, la bouche sur la joue. Enfin, c'est propice à toutes sortes de délires visuels. Euh, donc ça donnerait, je pense, une adaptation assez bonne, assez intéressante. C'est souvent considéré par certains comme Richard Lupoff qui a écrit ce livre très connu sur les mondes d'Edgar Rice Burroughs. C'est considéré notamment par lui comme son roman le plus faible. Moi, je le trouve pas. Je l'adore. Je l'adore tel qu'il est. Franchement, il est très savoureux. Ensuite, Burroughs décide de s'adonner un exercice. Non, il se sent en manque d'inspiration et pour essayer de se redonner un coup de fouet, il s'impose un défi. Donc 4 nouvelles dans ces 4 univers de prédilection. Donc nous parlons de Mars, de Vénus, de Pellucidar, donc au centre de la Terre, qui est une jungle avec des dinosaures, et Tarzan, qu'il considère donc comme un univers imaginaire. Hein. Si, si un doute subsistait, c'est absolument pas l'Afrique réelle que dépeint Tarzan. Hein. Donc quatre nouvelles dans ces 4 univers, c'est-à-dire une nouvelle de Mars, une nouvelle de Tarzan, une nouvelle de Vénus, une de Pellucidar, et il recommence. Donc ça 4 fois pour essayer de se donner un peu de défi. Et donc pour John Carter, ça donnera donc ce recueil, Liana de Gatol, donc il est composé de 4 nouvelles avec un fil rouge très, très ténu. Donc Liana, c'est la fille de Tara et de Gahan de Gatol, donc héros du cinquième roman. C'est donc la petite fille de John Carter. Donc il la retrouve par hasard durant la première nouvelle. C'est vraiment le hasard le plus complet. Burroughs n'a jamais eu peur de mettre en scène des circonstances hasardeuses. Là, on le constate une nouvelle fois. Tout l'enjeu du bouquin, ça va être pour eux de rentrer chez eux. Donc à travers 4 histoires, 4 environnements différents, qui permettent d'explorer une nouvelle fois de nouveaux concepts. Dans le premier, donc la cité des momies, John Carter visite une ancienne cité et il retrouve, comme par hasard, dans un des cercueils qui s'y trouvent, sa petite fille qui est en état de suspension. On comprendra plus tard par quelles circonstances elle a pu arriver là. S'y trouvent aussi d'autres corps plus anciens qui datent de milliers d'années. Donc les fameux ancêtres de toutes les espèces de Barsoom, les Orovars, donc une peuplade d'hommes à la peau blanche et aux cheveux blonds. Donc ceux-ci finiront par être réanimés et par constater que le Mars qu'ils ont connu, plein d'océans et de verdure, n'existe plus. Juste le temps pour eux de retourner à la poussière. Ils n'auront été animés que quelques instants. Donc une nouvelle assez mélancolique qui permet d'explorer un peu le passé de Barsoom. Donc dans la deuxième nouvelle, John Carter croisera de nouveau des êtres à la peau noire. Et dans la troisième, des êtres à la peau jaune. Je ne vais pas m'étendre sur ces nouvelles. Elles sont très courtes, très agréables à lire. Le style de l'auteur est là. Et c'est particulièrement plaisant. On retrouve dans une des nouvelles Tan Adron d'ailleurs, qui fait une apparition. La dernière nouvelle mettra à nouveau en scène des personnages qui peuvent se rendre invisibles, cette fois
C'est une pilule qui leur permet d'être invisibles uniquement à l'extérieur. Sous la lumière artificielle, ils sont visibles. Voilà, c'est des variations sur un concept assez pulp. Euh, et tout est bien qui finit bien. Lyanna et John Carter rentreront chez eux. Et le compagnon qu'ils avaient amené durant leur aventure, Pandanchi, tombera amoureux de Lyanna et une nouvelle histoire d'amour naîtra. Et rapidement sur l'ultime volume qui s'appelle John Carter de Mars, il est composé de 2 nouvelles qui avaient été publiées en magazine mais qui n'avaient pas été publiées en recueil avant 1964. Donc Burroughs est décédé en 1950, donc c'est 14 ans après sa mort que ces 2 nouvelles seront publiées en recueil. Sachant qu'une des nouvelles, John Carter, donc, est le géant de Mars, n'est pas de Burroughs père, mais de Burroughs fils, John Coleman Burroughs. Donc certains lecteurs à l'époque avaient remarqué le changement de style. Donc il n'y aura pas de suite à cette histoire. Donc comme son titre l'indique, elle met en scène un géant artificiel composé par un savant fou. La deuxième histoire du recueil est plus intéressante. John Carter et les hommes squelettes de Jupiter. Voilà, donc Jupiter, effectivement, ses habitants ont trouvé le moyen de rejoindre la planète Mars grâce à un vaisseau spatial et prévoient de l'envahir. Donc ça ouvrait de nouvelles possibilités dans l'univers d'Edgar Rice Burroughs. Malheureusement, la nouvelle sera achevée, mais l'histoire qu'elle racontait ne le sera pas. Donc le récit s'achève avec John Carter et Deja Torres en route vers Jupiter. On ne saura jamais ce qu'ils y ont trouvé, mais il n'y aura pas de continuation à ce récit. Edgar Rice Burroughs arrête d'écrire à peu près à ce moment-là, au retour de la Deuxième Guerre mondiale, où il a été correspondant de guerre. Il n'écrira plus tellement après. C'est cette ultime aventure donc sera publiée en magazine, puis plus tard en recueil, et est inachevée. Voilà, c'est un cycle de livres que personnellement j'adore revisiter de temps à autre. Je le trouve très bien écrit, c'est clairement son univers de cœur. Hein. C'est sa production la plus abondante après Tarzan. Maintenant, Tarzan, rapidement, Burroughs n'a pas su quoi en faire et ses romans sont purement alimentaires, hein, très loin de l'inspiration qu'il aura pu avoir dans son cycle de Mars, qui reste son plus abouti, et là où se trouvent les idées les plus intéressantes, et c'est sans doute l'univers où il se plaisait le plus, hein, c'est son premier univers, son premier roman, ce qui n'est pas rien, et c'est vraiment cet univers qui m'a fait connaître et aimer l'auteur. Voilà. Donc, si vous pouvez vous procurer une édition, c'est bien sûr l'édition Le Franck, qu'il faut vous procurer. Mais c'est compliqué maintenant de trouver une édition complète. Les éditions PRNG sont en train de rééditer les aventures. Donc peut-être iront-ils au bout. Ils ont été au bout de Tarzan, en tout cas, pour la première fois en France. Une maison d'édition a publié l'intégrale de Tarzan, ce qui n'était pas arrivé en français jusqu'à présent. Donc on peut espérer qu'il en soit de même pour Mars. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai pu vous transmettre un peu ma passion pour cet univers. C'est Norman Tiret. Vous savez où aller maintenant, à la taverne de Lug. Allez, au revoir.